Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de ce numéro, nous verrons comment lutter contre les mutilations génitales féminines qui concernent encore 125 millions de femmes à travers le monde. Nous parlerons aussi d'une enquête sur le voile dans le monde musulman qui a suscité de nombreuses réactions sur Internet. Enfin, nous partirons en Allemagne où les pères sont de plus en plus nombreux à prendre du temps pour s'occuper de leurs enfants et permettre à leurs conjointes de travailler. Mais pour commencer donc, intéressons-nous aux mutilations génitales féminines. D'après l'ONU, si rien ne change, dans les 10 prochaines années, 30 millions de jeunes filles risquent d'en être les victimes. Avant de voir avec notre invitée Mariam Lamizana, ancienne ministre du Burkina Faso, comment lutter contre l'excision, je vous propose d'aller au Kenya avec un reportage de nos correspondants Duncan Woodside et Sarah Sako. Ces deux filles sont des fugitives. Elles ont quitté leur foyer pour échapper à l'excision. Félicia, 20 ans, est logée chez Suzanne, 18 ans, qui a fugué il y a quelques semaines. Elles survivent à côté d'autres jeunes filles en vendant des fruits aux voyageurs. Je ne pouvais pas rester à la maison. Si je l'avais fait, mes parents m'auraient harcelée parce que je refuse de subir l'excision. Ils auraient sûrement essayé de me faire peur en disant que des gens viendraient la nuit me réveiller pour m'emmener me faire exciser. On m'a dit d'aller me faire exciser, mais j'ai refusé. Quand tu acceptes, on te marie ensuite de force à un vieil homme. L'excision est pratiquée par les femmes. Margaret explique avoir mutilé des centaines de filles. Le rituel a lieu au moyen d'une lame de rasoir. Au moment d'exciser, on prend des pierres. Chaque fille s'assoit sur une pierre comme celle-ci. Quand on les excise, elles doivent rester de marbre, à l'image de la pierre sur laquelle elles sont. On retire toute chair après l'excision, de manière à ne laisser que la base. Margaret milite à présent contre les mutilations génitales féminines. Ce, grâce à un programme de sensibilisation mené par le Conseil national des églises du Kenya. Mais la pratique de l'excision, très lucrative, lui rapportait jusqu'à 250 € par jour. Si vous demandez à une exciseuse d'arrêter, elle vous demandera « Vous voulez que je quitte un travail qui me permet de vivre et d'envoyer mes enfants à l'école ?» Au Kenya, nombre d'hommes au sein des communautés d'éleveurs perçoivent les mutilations génitales féminines et la circoncision comme une nécessité culturelle, et pas que les anciens. Tu te bats pour une femme. Tu l'aimes vraiment. Et si elle n'a pas été excisée, ça sera une source de conflit. Du genre, s'il te plaît, accepte cette pratique pour devenir une vraie femme. La pratique de la dot, principalement attribuée sous forme de bestiaux, constitue une pression supplémentaire pour la jeune fille à subir l'excision. Marier une de ses filles enrichit la famille et les futurs conjoints refusent souvent d'épouser une fille non excisée. Voilà, et nous retrouvons au plateau Mariam Lamizana, présidente du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. C'est en fait la principale organisation panafricaine qui combat les mutilations génitales féminines et qui existe depuis 1984. Alors, vous-même, vous avez été excisée à l'âge de 7 ans. Vous luttez contre ces pratiques. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur un point de définition que c'est une mutilation? C'est une mutilation qui concerne l'organe féminin. Et qui tue tout plaisir sexuel. Voilà. En fonction des zones, ça peut concerner le clitoris avec les petites lèvres ou avec les grandes lèvres. Et maintenant, ce qu'on appelle infibulation, qui est la forme la plus grave, c'est lorsqu'on coupe le clitoris, on coupe les petites lèvres, on coupe les grandes lèvres et on coud. Parce que finalement, c'est ça qui est au cœur de cette pratique, c'est quand même de tuer le plaisir féminin et faire en sorte que les femmes, disons, n'aient pas envie d'aller voir ailleurs et de sauver l'honneur de la famille. C'est ça un peu le cœur de cette pratique. Voilà, c'est un peu lié au statut de la femme, un peu lié à la maîtrise de la sexualité de la femme
Et puis, il y a beaucoup de considérations qui tournent autour de cela. Il y a la considération d'ordre traditionnel, la considération d'ordre social, ce que nous venons de dire, et même des considérations d'ordre religieux. Alors, vous luttez contre les mutilations génitales féminines. Il y a des lois dans de nombreux pays, comme par exemple au Kenya, mais on voit que finalement, c'est difficile, malgré les lois, malgré des lois très restrictives et très fermes parfois, de réussir à convaincre les communautés, diverses communautés, d'arrêter de pratiquer des mutilations génitales. Pourquoi et comment lutter contre? Comment les persuader? Moi, je pense qu'il faut peut-être ne pas faire une amalgame, parce que la loi n'est pas un instrument qui peut nous amener à mettre fin aux mutilations génitales féminines. La loi est une mesure d'accompagnement des activités de sensibilisation. Et la loi, selon ma propre lecture, est la manifestation de l'expression de la volonté politique. Parce que la loi engage les États. Les organisations de la société civile n'ont pas cette possibilité d'initier des lois. Ils peuvent faire du plaidoyer pour amener l'État, le gouvernement, avec le Parlement, à adopter une loi. Donc, la loi, quand elle intervient, moi je me dis, la loi doit intervenir peu après les activités de sensibilisation. Parce qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut attirer l'attention. Nous, au départ, nous sommes rentrés par la porte de la santé. Parce que parler d'intégrité et atteinte à l'intégrité physique des gens, quand les gens ne s'imaginent même pas la dangerosité de l'acte qu'ils sont en train de perpétuer, c'était comme si on mettait un coup d'épée dans l'eau. Donc, il a fallu poser le problème à la conscience nationale, amener les professionnels de la santé à faire des relations de cause à effet lorsque les femmes viennent à l'hôpital, lorsque les femmes viennent en couche, pour qu'elles sachent que les problèmes que les femmes rencontrent en couche sont liés à la pratique de l'excision. Mariam Lamizana, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé un petit peu sur votre combat et sur la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et l'actualité des femmes dans le monde, elle est aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Cette semaine, l'hebdomadaire s'intéresse à une enquête de l'Université du Michigan qui a fait un buzz sur Internet. Il s'agit d'une étude menée dans 7 pays du monde musulman sur la façon dont le voile était perçu et la notion de tenue vestimentaire convenable. Le Pakistan et l'Arabie Saoudite y apparaissent comme les plus conservateurs, la Turquie et le Liban comme les plus libéraux. Une étude donc à retrouver dans Courrier International. Et toujours à propos de voile, je vous propose d'écouter l'avis de l'anthropologue Dounia Bouzar, auteure d'un ouvrage intitulé « Désamorcer l'islam radical ». Elle insiste sur la spécificité du niqab, encore appelé voile intégral. Je vous propose de l'écouter. Le niqab, c'est une frontière infranchissable qui détruit les contours identitaires des femmes, qui effectivement construit là une frontière physique entre elles et le reste du monde considéré comme impur. Le foulard, c'est un vrai débat. Est-ce qu'il appartient aux femmes de cacher leur féminité ou pas ? Voilà, et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien réalisé par Gauthier Ribinski sur la page internet d'Actuel, à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Dounia Bouzar y parle notamment de la place des femmes dans l'islam. Et pour finir cette émission, je vous propose de partir en Allemagne, où la répartition traditionnelle des rôles commence à bouger, du moins chez les jeunes parents. Jusqu'à présent, sous la pression sociale, beaucoup d'Allemandes abandonnaient leur travail quand elles devenaient mères. Dorénavant, leurs compagnons sont de plus en plus nombreux à prendre des congés pour s'occuper de leurs enfants, mais aussi pour trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle au sein de leur couple. Regardez ce reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Norbert est un papa poule qui s'assume. Avec la naissance de sa fille Salomé il y a 11 mois, son travail est passé au second plan et il ne le regrette pas un instant. Sa femme et lui se relaient auprès de la petite. Chacun prendra en tout 7 mois de congé parental. Encore inimaginable il y a quelques années, ce modèle familial est de plus en plus répandu en Allemagne. Beaucoup de choses ont changé à ce niveau-là dans notre entourage, parmi nos amis. Je n'y aurais pas cru il y a 20 ans de ça. Et sur la scène politique aussi, les choses changent énormément. Même ceux qui auparavant tenaient dur comme fer au modèle classique, la femme à la maison avec les enfants et le père au travail, sont devenus très discrets. Près de 30% des papas allemands prennent désormais un congé de paternité. Le résultat d'une politique familiale qui incite les pères à rester quelque temps au fourneau. Depuis 2007, les parents de nouveau-nés peuvent en effet profiter de 14 mois de congé. Dans les locaux de cette association qui milite pour que les pères assument pleinement leur rôle, ils sont de plus en plus nombreux à se jeter à l'eau. Les pères perçoivent 65% de leur salaire et ils savent que c'est pour une durée limitée. Pendant ces quelques mois en question, on gagne certes moins d'argent, mais l'on
garde son emploi et on sait que l'on peut retrouver ensuite sa vie d'avant. Et pourtant, 2 papas sur 3 n'osent toujours pas mettre leur carrière entre parenthèses par peur des conséquences professionnelles. Mickaël, lui, a pris 4 mois de congé pour permettre à sa femme de reprendre le travail, mais aussi pour apprendre à mieux connaître son fils. J'en ai parlé assez tôt avec mon chef, avec 10 mois d'avance. Alors bien sûr, il m'a prévenu qu'il faudrait bien compenser cette pause d'une manière ou d'une autre, mais il ne m'a pas mis de bâton dans les roues, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, même les hommes politiques s'y mettent. Le ministre de l'économie et vice-chancelier Sigmar Gabriel a annoncé qu'il consacrerait tous ses mercredis après-midi à sa petite fille. Pour soutenir cette tendance, le gouvernement envisage même d'abaisser le temps de travail pour les parents de jeunes enfants. Car à long terme, que ce soit pour les papas ou les mamans, concilier vie de famille et travail est encore et toujours une gageure. Les mois de congé parental durent en tout 14 mois et ce n'est qu'après que commencent réellement les problèmes de prise en charge. Il nous faut donc encore plus de mesures qui s'étendent pendant toute la durée de l'enfance et qui permettent aux parents de mieux gérer travail et famille. Baisser le temps de travail serait vraiment une bonne chose. La nouvelle génération de papas qui est en train de voir le jour en Allemagne y serait en tout cas favorable. Selon une étude, 90% des pères allemands aimeraient en effet passer plus de temps avec leurs enfants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout la toile et les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.